Ça c'est relativement nouveau, ça, ce jaune. Et le petit là-bas coloré. Je les aime bien. Là, je sais époustouflé. Ah. Qu'est-ce qui vous... Tout, c'est... J'en ai la chair de poule. Ouais, très émouvant. Le travail de Louis Kahn, c'est un travail qui est un travail sériel. Donc il a développé, il a construit progressivement un certain nombre de thématiques et ces séries, en même temps, se développent dans une certaine durée. C'est-à-dire que par exemple dans cette salle, vous avez des œuvres qui sont des œuvres des années 70, ces œuvres un peu emblématiques de support surface, mais vous avez d'autres œuvres comme celle-ci, par exemple, ou celle que j'ai en face de moi, qui sont des œuvres du début des années 2000 ou de la moitié des années 2000 et qui reprennent des problématiques proches. L'accrochage est un accrochage, on pourrait dire, globalement thématique, hein, c'est-à-dire qui rassemble dans son travail un certain nombre de séries qui jouent dans des domaines proches. Je ne peux pas le définir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est son parcours. C'est-à-dire qu'il est parti de support surface et qu'il est arrivé à la figuration au-dessus et puis qu'il est à nouveau revenu vers des questions en rapport avec le tableau. Ça, je trouve ça très intéressant. C'est une évolution un peu, on va dire, en boucle. Oui, peut-être, mais bon, il faut que je vois un petit peu ce qu'il y a en haut. Si vous voulez, là, on est juste confronté à deux choses qui se rejoignent en début de carrière et puis maintenant. Voilà. Alors, on suit l'artiste, on va jusqu'en haut du centre. Louis Kahn est un artiste qui émerge sur la scène artistique au début des années 70 et que pour beaucoup d'entre vous connaissez comme appartenant au mouvement support-surface. C'est un mouvement qui émerge en même temps que la figuration narrative à la fin des années 60, disons juste après 68. Avec des dialogues âpres entre les artistes des deux bords. Je ne sais pas si vous vous souvenez, par exemple, de l'exposition qui avait fait date au Grand Palais, dans laquelle d'ailleurs un autre artiste qu'on connaît bien, Cueco, avait fait partie de ceux qui avaient décroché leurs œuvres. Puis il y a eu une grande exposition, je crois, au Centre Pompidou, qui a réuni l'ensemble des tenants de ce mouvement support-surface, où ce sont des artistes qui étaient je t'aime et je te déteste, c'est-à-dire un groupe de micro, au jeu de paume. Et donc, comme tout groupe, c'était un groupe d'affinité d'idées, mais aussi de dissension, et le groupe s'est assez rapidement dissous. Au début des années 80, ces artistes ont un développement dans leur travail qui les amène à s'éloigner de cette notion de travail qu'ils avaient développé avec support surface, et ils interrogent la peinture comme Louis Kahn, par exemple, le fait. Support surface est un moment un peu jubilatoire comme ça de déconstruction de l'art qui correspond presque à une entrée dans la carrière, hein, si je puis dire, d'une manière un peu commerciale. C'est comme ça qu'on se fait connaître, qu'on s'est fait connaître. Après, bon, les choses deviennent plus compliquées parce que, si on est honnête, on veut approfondir.
à l'époque j'ai fait ça, ce qui était extrêmement dominant dans le milieu de l'art contemporain, c'était l'art minimal et l'art conceptuel. Toute forme d'art où la trace graphique est interdite. Et moi, en réaffirmant d'une manière esthétique la fonction, je réintroduisais en quelque sorte la couleur et tout ce qu'il y avait avec le hasard du tampon, comme ça, de la répétition. Donc ça apparaît très révolutionnaire ou très bizarre, comme ça, très nihiliste, mais en fin de compte, si on compare ça à l'art minimal ou à l'art conceptuel, c'est extrêmement pictural. Support surface réintroduit une singularité et réintroduit des effets picturaux. Quand support surface arrive dans le milieu de l'art à cette époque était tellement dure que la critique d'art parle de retour de la peinture. Ça, c'est une toile sur le mur aussi, c'est un moment important. C'est comme si c'était un livre qu'on ouvrait comme ça. La couleur est à l'intérieur et le dégradé suit le mouvement. C'est comme on ouvre et se dessine. Ça se dessine. En fait, c'est un artiste qui se pose la question de qu'est-ce que c'est que la peinture. Bon. Alors, il l'abordait dans une vision assez radicale qui parachevait, je disais, les problématiques de cercles carrés ou des suprématistes, enfin toute cette période pour arriver à un art très fortement conceptualisé. Mais son vrai problème, c'est bien la peinture. C'est-à-dire que la peinture, c'est quoi? C'est pas simplement l'agencement de la couleur sur un support. C'est aussi toute une culture et tout un langage. Et le travail, dans un premier temps, était de finir de débarrasser la peinture d'un certain nombre de problématiques qui étaient soit religieuses, soit figuratives, etc., qui s'étaient accumulées au fil des siècles, pour retrouver quelque chose qui était de l'ordre d'une espèce d'essence de langage pictural. Mais la peinture, c'est aussi un langage, et c'est ce problème-là, et c'est cette écriture-là de la peinture qu'il essaie d'analyser de cette manière, en reprenant un certain nombre de thèmes qu'il retravaille, ou en relisant des périodes fortes justement de la constitution de ce langage pictural. C'est plus un problème pour moi d'être un peintre abstrait ou figuratif. Parce que même la peinture abstraite, quand on la fait avec le pinceau, elle traduit toutes les humeurs du poignet et des doigts. Donc elle traduit un graphisme qui est révélateur du sujet. Alors dans les derniers tableaux avec les résines, j'ai cherché à supprimer ça et j'ai réintroduit quelque chose qui serait de l'ordre gustatif. C'est-à-dire que ces résines, ça ressemble au sucre d'orge qu'on voyait quand on était enfant chez l'épicier, qui était dans des bocaux en verre, qui était comme ça très chatoyant, presque sur le bout de la langue. Alors ces résines, ça travaille ce registre-là, qui est assez nouveau en peinture, qu'on peut retrouver un peu dans les peintures hollandaises ou de la Renaissance italienne, avec des fonds bleutés comme ça, très doux. Moi, j'ai essayé de tirer ça vers la surface. J'essaye de dire qu'avec la peinture, je ne suis pas effrayée de penser, c'est-à-dire que je ne suis pas effrayée de jouir. Oui, bien sûr, ça peut paraître bizarre. Hein. Il y a un peintre français très connu qui raconte que dans sa jeunesse, il est allé acheter des couleurs pour faire de la peinture et que le marchand lui a proposé tellement de couleurs que ça l'a effrayé et qu'il a pris finalement le noir et le blanc. Alors, si on est peintre, il faut savoir que les couleurs comme ça représente non seulement une possibilité de langage, et que le langage, bon, lui-même est indiciel d'autre chose. Mais si on se limite à une ou deux couleurs, par exemple, on se limite aussi à des expériences chromatiques
et de langage, du langage pictural. Parce que le langage pictural, il est censé avoir toutes les couleurs et même créer la couleur, parce que la couleur n'existe pas en dehors de la peinture. C'est la peinture qui crée la couleur comme langage. Donc si on utilise beaucoup de couleurs, c'est pas une quantité, mais si on fait de la peinture en couleur, ça veut dire en quelque sorte qu'on n'a pas peur des effets de langage qu'elle produit. Les effets de langage à travers les associations de couleurs. Et quand je vous parlais des sucres d'orge tout à l'heure, c'est par exemple un effet de jouissance. Si on sent cette couleur sur le bout de la langue, ça veut dire qu'elle est parlante au corps et au sens. Donc, on peut rapprocher ça, si vous voulez, d'une sexualité qui serait polissée, cultivée, instruite, et qui aurait son érotisme à travers l'exercice de la langue. Parce que sans ça, on aurait une sexualité qui serait que saisonnière, comme les animaux. Mais malheureusement ou heureusement, nous avons créé notre propre langage et notre sexualité qui dépend aussi du langage. La sexualité, c'est un langage. Donc la peinture a un rapport avec ça. Elle doit en quelque sorte, pour ambitionner d'être singulière et de ressembler aux capacités originales et créatrices de l'homme, de témoigner d'une certaine complexité et de ne pas se résumer à être comme ça un effet simple. La peinture, c'est une chose compliquée. La peinture fonctionne comme un motif pour moi. Il y a des tableaux qui sont des motifs. Dans les lignes de Velázquez, c'est un motif. C'est devenu un motif. De très nombreux peintres se sont inspirés de ce tableau, ont travaillé sur ce tableau. Ça serait un Velázquez à peu près un peu classique. Puis celui-là, ça serait la fin, quoi. Après ça, on pourrait passer à l'abstraction. Ça serait ça, quoi. C'est une femme qui joue avec son ombre, c'est-à-dire dans l'ombre, j'ai découpé, qui est censée être cette forme-là, à plat, j'ai découpé une femme. Donc là, elle fait l'arbre droit, sur son ombre. C'est-à-dire c'est elle-même qui se produit. Vous voyez? Et c'est un rapport très précis avec les petits tableaux découpés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le tableau qui lui-même produit sa forme en le découpant. Ce fil qu'on peut tirer et qui passe à travers tout, comme ça, tout ce que j'ai fait, et qui est parfaitement indiciel de quelqu'un qui veut exploiter au maximum ses capacités d'être pensant. Quelqu'un qui veut les explorer, les exploiter, les gâcher, etc. Mais en tout cas qui n'est pas tranquille et qui veut ressembler, je dirais, le plus possible à l'idée qu'il se fait d'un être singulier. Capable de créer des choses qui correspondent à cette singularité. Et moi, je suis dans le volume culturel de la peinture, dans le volume formel, etc. de la peinture. Et plus j'avance dans mon travail, plus mon travail constitue un alphabet pour moi, de forme, de couleur, de genre, de style. Et sans doute, je m'apprête, ou je commence maintenant à jouer avec tout ça.